Septembre 1997. Une semaine après l'accident qui pulvérisa sa voiture sous le tunnel de l'Alma à Paris, la famille royale au grand complet assistait aux funérailles de la princesse Diana. Pourtant, pour la monarchie anglaise, cela faisait plusieurs années que la jeune femme était déjà morte. Cinq ans plus tôt, les confidences que Diana avait faites au journaliste Andrew Morton et qu'il avait publiées dans un livre à scandale avaient fait trembler Buckingham Palace. Et depuis cette date, la rupture était consommée entre le palais et la princesse. Les dernières années de la vie de Diana, ponctuées par une série de révélations sulfureuses, avaient donné lieu à une véritable guerre entre la cour d'Angleterre et celle que le peuple anglais continuera d'appeler jusqu'à sa mort et bien des années après, la princesse des cœurs. Mais comment expliquer que cette jeune femme de 36 ans, présentée dans un premier temps comme docile, soit devenue un adversaire aussi implacable du trône? Et comment expliquer que sa vie ait été au final si tragique? Eh bien, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Suivre pas à pas les aventures de cette rebelle improbable et comprendre l'impuissance de la monarchie britannique à empêcher le conte de fées qu'elle avait tenté de vendre au monde entier de se transformer en pur cauchemar. Le destin de Diana commença à se nouer le 1er juillet 1969, pendant l'une de ces cérémonies désuètes dont l'intérêt nous échappe, le jour où la reine intronisa prince de Galles son fils aîné, Charles. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship. Et coïncidence, pure coïncidence, ce 1er juillet 1969, peut-être même à l'instant où la reine embrassait Charles, Diana fêtait son anniversaire sans savoir, la malheureuse, elle n'avait alors que 8 ans, que celui qui serait prochainement son futur mari allait lui gâcher la vie. Charles est quelqu'un de tourmenté lui aussi. Il n'a jamais été vraiment bien dans sa peau. Il se sentait rejeté par son père, il était intimidé par sa mère, et il ne se sentait pas à la hauteur du modèle qu'elle représentait pour lui. Il était aussi très conscient de ses obligations. C'est vraiment un homme de devoir. Quand il avait une vingtaine d'années, c'était quelqu'un de très sérieux, de très honnête. Il était travailleur, mesuré, réservé, et en même temps, c'était quelqu'un d'insupportable, avec des idées bien arrêtées qui considéraient que chacun devait plier devant lui. Un bon petit prince, donc. Il casse les codes, il est considéré par sa mère comme quelqu'un de profondément dangereux pour la monarchie, mais pour le coup pour des raisons politiques. Il revendique certaines idées et une certaine façon de penser son rôle politique. Or, la monarchie anglaise tient aussi par le fait qu'elle n'exerce pas un rôle politique, mais un rôle symbolique. Il avait demandé à être nommé représentant de la reine en Australie. Et puis après, il avait voulu être nommé gouverneur de Hong Kong. Cette demande n'a pas été suivie par le gouvernement, d'abord parce que Charles était un peu imprévisible dans ses discours, donc c'était quand même assez compliqué. Du coup, Charles se consacre à des activités philanthropiques, et puis, effectivement, il semblait renâcler à réaliser ce qui est sa fonction première, donc produire un héritier pour la couronne, puisqu'il ne se mariait pas. La pression était de plus en plus forte et les critiques de plus en plus nombreuses parce qu'il fréquentait beaucoup de filles, mais ne se mariait pas. Pour tout le monde, son job était avant tout de se marier, d'avoir un fils et de perpétuer la monarchie. Ce qui est craint à la fin des années 70, c'est que Charles, en multipliant les aventures avec des femmes mariées et qui ne sont pas d'un statut qui permettrait un mariage, mette effectivement la monarchie en danger. La décision fut donc prise au palais d'aider Charles à se trouver une épouse. Une matrone expérimentée, sa grand-mère, proposa ses services. Ce qu'on attendait du prince de Galles, c'était qu'il épouse soit quelqu'un de son milieu, de lignée royale, et de nombreuses princesses étrangères ont été pressenties, comme la princesse Astrid de Luxembourg par exemple,
soit quelqu'un issu de l'aristocratie. Traditionnellement, la famille royale avait toujours procédé ainsi. On considérait qu'il était plus prudent de respecter un équilibre. Il était impensable qu'un prince épouse l'un de ses sujets. Sans compter la peur d'avoir quelqu'un au passé embarrassant qui aurait pu pousser certains à des indiscrétions dans la presse. Dès que Charles apparaissait en public avec une nouvelle petite amie, les journaux s'interrogeaient sur son passé, sur son expérience. Une façon polie de dire « est-elle vierge ?» Parce que même si à l'époque les Britanniques vivaient hors mariage, divorçaient, s'envoyaient en l'air, ils voulaient que la famille royale vive selon les critères de la génération précédente. La famille royale étant pressée, le casting dura peu de temps, et la reine-mère tira très vite de son chapeau le nom d'une jeune femme qui n'était autre que la petite-fille de sa propre dame de compagnie. Les deux old ladies se connaissaient bien et se persuadèrent l'une l'autre de la justesse de leur choix. Diana Spencer, une aristocrate de 19 ans, issue d'une famille qu'on ne pouvait rêver plus respectable. La famille Spencer était très prestigieuse. Elle remontait au Moyen Âge. Et comme beaucoup d'aristocrates en Grande-Bretagne, ils se considéraient comme plus importants que la famille royale. D'autant plus qu'ils font aussi partie de la famille Churchill, qui est également une famille ducale très ancienne. Ils sont donc au sommet de la pyramide de la société britannique. Ils possédaient un immense domaine au centre de l'Angleterre et John Spencer a toujours su qu'il en hériterait un jour. Il n'avait donc pas besoin de travailler. Il n'a pas fait grand-chose. Il s'est engagé dans l'armée, ensuite il a travaillé provisoirement pour la famille royale. Frances, la mère de Diana, était elle aussi une aristocrate. C'était typiquement le genre de personne à épouser l'héritier d'un fabuleux domaine. Et c'est ainsi que Diana vit le jour, le 1er juillet 1961, dans le comté de Norfolk, précédée par deux sœurs, Sarah et Jane. Charmante petite fille, mais qui obligea néanmoins sa mère à se remettre immédiatement à l'ouvrage pour engendrer cette fois un héritier mâle. Diana comprit très tôt qu'elle n'avait pas été désirée. Et même si ses parents l'aimaient, elle traversa son enfance en portant sur ses épaules le poids de la déception qui avait été la leur en découvrant que c'était une fille qu'ils avaient mise encore une fois au monde. Par chance, le vaste domaine de son père était superbe et Diana aimait s'y perdre dans les champs ou les bois qui l'entouraient. Rien ne manquait pour l'agrément de ses hôtes. Tennis, piscine, lac, haras. On pouvait croire à première vue que la future princesse était élevée dans un petit paradis terrestre. Pour la famille royale, Diana ne pouvait donc être qu'une rose anglaise, an English rose, qu'on pouvait acheter sur catalogue, les yeux quasiment fermés. Elle est jolie, elle est jeune, elle est vierge. En tout cas, on le suppose, et c'est quelque chose de très dur à trouver. Elle est timide, malléable. À l'époque, tout cela semblait parfait. Voilà pourquoi ils l'ont choisie. Ils l'ont sous-estimée. Son illustre pédigré leur convenait. Quant à sa personnalité, ils l'ont jugée docile. Elle ne l'était pas.